Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous poursuivons la lecture de notre roman Les Erreurs de Maman, chapitre 4. Dieu Tout-Puissant. Si tu existes vraiment et je sais que c'est le cas, pourquoi m'abandonnes-tu de la sorte? Pourquoi permets-tu que des enfants souffrent pour une histoire à laquelle ils sont étrangers? Pourquoi délaisses-tu des innocents plongés dans leur peine? Il y a tellement de pourquoi dont je voudrais connaître les parce que. J'ai payé et je continue à payer au centuple ce que n'importe qui aurait payé une seule fois pour la même faute et dans des circonstances plus graves encore. Pourquoi suis-je donc condamné à ne voir la joie que sur le visage des autres? En effet, la tête contre la fenêtre depuis de nombreux kilomètres déjà, Daniel regarde non sans envie ces enfants qui courent et parcourent le train de long en large dans le rire et le bruit à la limite du supportable. Ce groupe de jeunes garçons et filles à l'autre bout du wagon qui bavardent et rient depuis des heures dans la bonne humeur et se coupe juste en face. Quelle harmonie! Elle a de la tête sur son épaule et lui, la main dans ses cheveux. Daniel est maintenant convaincu qu'il n'y a pas 36 explications à sa situation. Le Dieu Tout-Puissant en qui elle a toujours fermement cru lui tourne soudain le dos. Si soudainement qu'elle croit payer pour les fautes de sa famille tout entière depuis des générations et des générations. C'est d'ailleurs le cœur serré, hésitant et la conscience inquiète qu'elle arrive chez ses parents en ce début d'après-midi. Que va-t-il donc se passer? Se demande-t-elle. Que vais-je donc devenir maintenant que je n'ai même plus le soutien du Tout-Puissant? La femme s'arrêta un moment et observa longuement la maison. Voilà déjà bien des années qu'elle avait quitté cette modeste maison qu'il avait vue grandir. Il se passa comme une petite rétrospective dans sa tête. C'est bien sous l'ombre de cet arbre qu'elle avait bâti son royaume, comme elle l'appelait. Un royaume qui tenait parfaitement entre un rideau suspendu à cette vieille corde aujourd'hui effilochée et cette haie là-bas presque desséchée. En tant que reine des lieux, elle ne permettait à personne de franchir le seuil de ce territoire, excepté César, son frère, de 2 ans son aîné. Elle avait alors 6 ans, mais elle s'en souvenait comme si c'était hier. C'est avec un petit sourire que Daniel haussa les épaules, comme pour revenir à la dure réalité. Elle était loin de cette petite fille que tous les villageois adoraient. Elle s'en rendait bien compte. Elle appuya doucement sur la poignée et poussa la porte d'entrée. À l'intérieur, silence total. Il y a quelqu'un? Cria Daniel en refermant la porte. Papa, maman, vous êtes là? Une vieille dame avec un tablier de cuisine sur la poitrine et une louche en main sortit soudain de la pièce voisine et resta figée sur place en voyant qui était entré. Dani, c'est toi? Mais que fais-tu ici? Bonjour maman, je viens m'installer chez vous, répondit sa fille en posant son sac de voyage dans un coin de la pièce. T'installer ici? Mais tu es tombée sur la tête? Non maman, je ne suis pas folle, du moins pas encore, mais à l'allure où vont les choses, cela ne saurait tarder. J'ai des problèmes maman, de sérieux problèmes je crois que j'ai complètement raté ma vie et je sais que j'ai dépassé l'âge de repartir à zéro. Alors, je vais me terrer ici en espérant m'endormir dans la mort le plus tôt possible. Écoute, Dani, tu sais bien que ton père et moi ne voulons pas de toi dans cette maison. Alors, sois gentil, va-t'en, d'accord? Maman, je n'ai pas le choix, je ne sais pas où aller. Oh, tu peux toujours parler. Ton père ne t'aurait même pas écouté, lui. Il n'a pas oublié, après toutes ces années, ce que tu as fait est grave, Dani, et tu le sais très bien. La porte est juste derrière toi, conclut la mère en se retournant. Attends, maman, implora Daniel, en avançant vers sa mère, les yeux déjà larmoyants. Je réalise que ce que j'ai fait à papa est très sérieux, mais ce que vous feriez à mes enfants en nous refusant l'accès à cette maison est encore plus grave. Nous sommes presque dans la rue, maman, et depuis des semaines, nous n'avons plus personne. Tu comprends, maman? Personne d'autre que papa et toi. J'ai entendu dire que tu avais épousé un multimilliardaire de la grande ville. Serait-il mort? Demanda la mère désormais attendrie par le triste état et les larmes de sa fille. Il n'est pas mort, maman. Mais pour les enfants et moi, c'est tout comme. Maman, j'ai commis quelques graves erreurs dans ma vie, tu sais. À qui le dis-tu?
Il nous a rejetés, maman, et en public, comme de la vulgaire marchandise, précisa Daniel en redoublant de sanglots. Je me suis retrouvée dans la rue du jour au lendemain, sans un sou, sans amis, sans rien. Le Tout-Puissant lui-même que tu m'as toujours gravé dans la tête m'abandonne. Voyons, ne raconte pas de bêtises, ma petite fille. Allez, viens t'asseoir. Tu me relateras la suite devant un morceau de jambon que je viens de cuisiner. Tu dois avoir faim après un si long voyage. Il fallut presque 2 heures à Daniel pour raconter la totalité de ses malheurs et de la manière la plus brève possible. 2 heures au thème desquelles mère et fille pleuraient abondamment devant un plat qui n'avait même pas été entamé. Tu vois donc que le Tout-Puissant ne t'a pas rejeté, ma fille, commença la mère en séchant son visage avec une serviette de table. C'est lui qui t'a envoyé le journaliste. Pourquoi faut-il toujours que tu marques ton passage d'un malheur, Daniel? Que deviendront mes petits-enfants dans la vie? Ils apprendront à voler de leurs propres ailes, plutôt que prévu. Les garçons apprendront peut-être à chasser comme papa. Justement, si quelqu'un m'inquiète dans toute cette histoire, c'est Léon. Chérie, tu connais ton père. Il ne voudra ni de toi, ni de tes enfants chez lui. Après ces 12 années de prison que tu lui as infligées, il n'accepte même pas que ton simple prénom soit mentionné en sa présence depuis cette histoire. Peut-être devras-tu t'installer dans la petite cabane de chasse que ton frère a laissée. À l'orée de la forêt, on n'a pas le choix. Il faudra du temps pour que tu rentres à nouveau dans les bonnes grâces de ton père. Alors, s'il réagit comme je le pressens, tu vas chercher les enfants, tu les installes dans la cabane en attendant et tu me laisses faire le reste. Il est hors de question que j'habite dans la forêt avec Ludovic qui a à peine 15 mois, maman. Sois raisonnable. Je ne vois pas d'autre solution dans l'immédiat. Personne ne voudra de toi dans le village après ta méchante action. Tout le monde t'a en horreur et ton père le premier. Si j'avais encore des cartouches dans mon fusil, tu serais déjà morte, tempêta soudain une voix d'homme à côté des 2 femmes. C'était le père de Daniel qui rapportait du gibier. Tu as dû touper, sale bestiole, pour oser remettre les pieds chez moi. Papa, je t'en prie, je ne suis plus ton père. Il y a 15 ans que j'ai cessé de l'être. Écoute, papa, insista Daniel en larmes. Je t'interdis de m'appeler ainsi, cria le père. En ce qui me concerne, depuis la mort de mon brave César, je n'ai plus d'enfant. Tu n'as donc pas intérêt à te trouver là dans 30 secondes quand je sortirai de ma chambre, fille indigne. L'homme disparut aussi, silencieusement qu'il était apparu, et la vieille femme, qui n'avait fait que pleurer pendant cette brève entrevue, tira soudain Daniel par la manche, lui remit son sac en bandoulière et l'entraîna précipitamment vers la sortie. Je t'avais prévenu qu'il serait intraitable. File, ma chérie, conseilla-t-elle. Il vaut mieux éviter le pire. Installez-vous dès demain dans la cabane. Moi, je m'occuperai du reste. La mère avait à peine refermé la porte que son mari lui cria dans le dos. Où est-elle donc? Où est cette vipère? Elle se retourna et le vit qui brandissait un fusil qu'il venait de recharger. Prise de panique, la vieille femme s'adossa à la porte pour empêcher la fureur de s'échapper de la maison. Erika, ôte-toi de là où je tire dessus. Je ne te le répéterai pas. Chérie, je t'en supplie. Elle est partie, alors laisse-la tranquille, pleurnicha la femme. Attention, je tire. Léon, je t'en prie, c'est ta fille après tout. Encore une parole de ce genre et je te transperce de 1000 trous. S'énerva le mari. Aucune fille n'a jamais fait ça. N'a jamais fait à son père ce que cette petite prostituée m'a fait, sous prétexte que je m'opposais à sa liaison avec ce voyou. Mais chérie, elle aimait son David. Et puis, ce n'était encore qu'une enfant à l'époque. Elle avait 20 ans et pour moi, c'est beaucoup plus que l'âge de la raison, hurla le vieil homme en ajustant son âme. Je te jure que si elle remet les pieds ici, je vous tue toutes les deux. 20 ans. Léon, si elle est revenue sur sa déposition, c'est parce qu'elle avait mûri. Elle regrettait sincèrement Léon chéri. 12 ans après, c'était presque inutile. Et toi, tu l'as bien cru, hein? Tu l'as cru quand elle disait que j'avais essayé plusieurs fois? Toi aussi, tu m'as traité de salaud au tribunal. J'ignore ce qui me retient. Chérie,
Tu sais bien que tout le monde l'a cru. Elle était si convaincante. Le psychologue lui-même a dit qu'il n'y avait aucune possibilité de mensonge. Tu l'as entendu? Seulement, tout cela, c'est du passé maintenant. Elle a tout démenti elle-même. C'est la preuve qu'elle t'aime profondément. En entendant ces mots, Léon Viaspo ne put s'empêcher d'appuyer sur la détente. La balle perfora la porte juste au-dessus de l'épaule de la vieille femme qui tomba soudée à genoux et se mit à pleurer. J'ai dit, pas de parole de ce genre, cria l'homme. Je te jure que si elle revient ici, je saurai tirer plus bas, ajouta-t-il, plus calme avant de repartir dans sa chambre. Laissant là, en larmes au seuil de la porte et à même le sol, sa femme légitime depuis plusieurs dizaines d'années. C'est à ce moment seulement que celle-ci comprit que la tâche serait très ardue. Ciel, que c'est étroit. Ça sent le renfermer en plus. Il y a de la moisissure partout. Et puis, cette toile d'araignée, elle ne facilite pas les choses du tout. Ah, voilà qu'il y a même des souris. Décidément, qu'est-ce que... Un serpent, mon Dieu. Il ne manquait plus que cela. La cabane du chasseur serait-elle devenue celle du gibier? C'est à cette interrogation que réfléchissait Daniel au beau milieu de la petite cabane, à l'entrée de la forêt, n'osant ni avancer ni reculer, de peur de rencontrer d'autres désagréables surprises. J'espère que les enfants auront assez de bonté pour m'aider à faire le ménage ici, murmura la jeune femme. Après tout, il y a bien un début à tout un jour ou l'autre. Ah, tiens, s'exclama-t-elle le regard fixé dans un coin de la cabane. Un canot gonflable. Voilà qui fera un excellent petit lit. C'est un peu étroit, mais au moins c'est confortable. Et puis, Ludovic a toujours son landau, lui. Une fois à l'extérieur, Daniel dut sacrifier un quart d'heure au moins à se nettoyer afin d'ôter les multiples saletés qui ornaient désormais le beau tailleur beige tout neuf que Serge lui avait offert avec tant d'affection et le superbe chignon confectionné avec beaucoup de soin par le coiffeur de Serge. Les choses n'ont pas tourné en ma faveur, se répéta la pauvre Danielle en regardant une dernière fois la petite cabane dans laquelle elle devrait refaire sa vie avec ses enfants. Une demi-heure plus tard, elle sautait dans un train à destination de la grande ville, pourvu que maman se dépêche vraiment et se montre convaincante. Il était à peu près 3h15 du matin à la montre de Serge quand l'interphone grésilla soudain dans la cuisine. Serge posa sa tasse de café sur la table et alla aussitôt ouvrir. « Tu ne dors pas ?» lui demanda Daniel. « Non, non, je t'attendais. » « J'aurais pu rentrer demain. Comment vont les enfants ?» interrogea de nouveau la femme en s'installant sur une chaise devant la table de la cuisine et en effleurant la tasse de Serge. Ils dorment tous. Anthony a pleuré toute la journée à cause de son Jean-Donald qui appelait toutes les 5 minutes. Les adieux, c'est toujours triste. Veux-tu du café? Non, merci. S'il y a une chose dont j'ai absolument besoin, c'est bien de dormir justement. Un somnifère alors? Non, non, sans façon, ne te dérange pas. Je vais très bien. Comme tu voudras, se résigna le journaliste en s'installant en face de Daniel. Alors, et toi, comment s'est passé ton séjour? On s'en va cet après-midi. Bon, très bien. J'ai beaucoup réfléchi, Daniel. Et voici ce que je te propose. Il est clair comme 2 et 2 font 22 que vous avez besoin de moi et moi de vous. Alors, voilà ce qu'on va faire. Tu retardes ton voyage de 3 jours au maximum, le temps pour moi de faire mes bagages et de résilier. Non, Serge, écoute, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse donc tomber, Serge. Tu ne peux pas venir avec moi. C'est un village là où je vais. Je m'en moque royalement. Tout ce que je désire, c'est vivre avec toi. On pourrait tous s'installer chez tes parents juste le temps que je trouve du travail. Daniel ne se rendit même pas compte qu'elle élevait la voix et pour une fois, Serge ignora les voisins et ne la rappela pas à l'ordre tellement la discussion était vive. « Je sais que tu es bourré de bonnes intentions, Serge, » criait Daniel, « mais nous ne pourrons pas nous installer chez mes parents parce que je n'y serai pas installé moi-même. Tu veux savoir où je vais vivre? Eh bien,
dans une cabane de chasse laissée par mon frère. Tu veux savoir ce qu'il y a autour de cette cabane? Les arbres, la forêt. Personne, je dis bien personne, ne s'est approché de cet endroit depuis plus de 10 ans. Arrête, Daniel, recommanda doucement Serge qui ne comprenait pas que la conversation prit soudain une allure de dispute. Ah, tu en as assez. Tu ne veux pas en savoir plus? Tu ne veux pas apprendre que ce sont des serpents et des souris qui se partagent le loyer depuis tout ce temps? Et bien sûr, tu ne veux pas savoir que c'est un canot de sauvetage qui nous servira de lit à mes enfants et à moi? C'est un luxe que je refuse de t'offrir. Alors, s'il te plaît, reste tranquille dans ta belle villa et oublie-nous. Il se fit soudain un profond silence pendant lequel Daniel se rendit compte de la gravité de ses propos. Pourquoi est-ce que je me montre si dur avec lui? Il ne le mérite pas. Il a toujours été si gentil. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Au même moment, Serge réalisa que c'était effectivement des larmes sur les joues de Daniel. Il se leva donc, sortit un paquet de mouchoirs en papier et le posa sur la table en se rasseyant. « Je suis désolé, murmura soudain Daniel en saisissant un pour essuyer ses larmes. Je ne voulais pas être méchante, Serge. Je suis vraiment désolée. Cela n'a pas d'importance, répondit l'homme le plus calmement du monde. Et puis, tu as raison. Je ne veux pas savoir tout ceci. Cela ne m'intéresse pas. Je veux juste savoir comment tu en es arrivé là. Tu sais, c'est un peu compliqué, hésita Daniel. Allez, insista Serge. Comme d'habitude, j'ai fait une grosse bêtise, Serge. J'ai fait emprisonner mon père pour 12 ans. Quoi? Comment cela? Je venais à peine d'avoir 20 ans quand j'ai rencontré David, un jeune garçon dont les parents vivaient dans le même village que nous. Il venait d'arriver et déjà toutes les filles le couraient après. Les imbéciles. J'étais la seule qui ne le remarquait pas et c'est justement à moi qu'il s'était intéressé. Il n'a pas fallu plus de 3 semaines pour que je tombe éperdument amoureuse de lui, moi aussi. Il était si respectueux, si différent. On s'aimait très fort et on a commencé à vivre une histoire d'amour. Seulement, mon père, lui, ne voyait pas les choses comme moi. Il s'opposait énergiquement à cette idée. Il affirmait que David était un voyou sans avenir et moi, j'étais contre. Alors il m'a interdit de sortir de la maison pour m'empêcher de le voir. C'était mon premier amour et j'en étais complètement folle. Crois-moi, je te comprends parfaitement. On ne pouvait plus se voir qu'en cachette et pour cela, je devais sortir tard dans la nuit et sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller mes parents. J'allais passer quelques heures avec lui et je revenais au petit matin pendant plusieurs mois, tout à marcher comme sur des roulettes, jusqu'au jour où tous les deux nous avons dormi un peu plus que prévu. Le jour était complètement levé quand je rentrais à la maison. Tout le monde m'a vu sortir de chez David et mon père m'a battu comme jamais il ne l'avait fait. Cela ne m'a pas empêché de retourner voir David le lendemain et c'est là qu'il m'a exposé son plan. Son plan, quel plan? C'était une idée de David. Cette petite canaille avait tout monté point par point. Monté quoi? Je suis allée à la police et j'ai accusé mon père de viol. Non. David avait tout prévu. Il m'avait même préparé une thèse que je devais apprendre par cœur. Je savais exactement que dire à la police, au médecin, au tribunal. Tout était minutieusement préparé. Tout le monde m'a cru. Au tribunal, le psychologue a dit qu'il n'y avait aucune possibilité de mensonge. Papa en a pris pour 20 ans. Et ta mère dans tout cela, elle m'a cru elle aussi. Elle parlait même de demander le divorce. Et David alors, le bandit. Quelques semaines plus tard, je lui ai annoncé que j'attendais un enfant de lui. Il a disparu et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Anthony, oui, Anthony. Encore une fois, c'est papa qui avait raison. C'était une crapule. Cette histoire m'a torturée pendant des années et un jour, j'ai décidé d'avouer la vérité. Seulement en temps, il s'était passé 12 années, Serge. 12 longues années. J'ai été poursuivi pour diffamation et outrage à magistrat. Papa a fait machine arrière et il a fait étouffer l'affaire. Il s'est alors juré de me tuer lui-même. Ah! Et il t'a accueilli comment? Avec un fusil de chasse. Il m'aurait certainement tué si maman n'avait pas été là.
Comment crois-tu qu'il accueillera tes enfants avec un fusil de chasse? Et tu veux les y emmener, mais tu es complètement folle. Je sais ce que je fais, Serge. Ah non alors. Vous ne partirez pas d'ici ou alors vous partirez, mais avec moi à prendre ou à laisser. Non, Serge, je ne veux pas te mêler à tout cela. Alors, je me passerai de ton accord et je viendrai avec toi. Gronda Serge en se levant. Je refuse, cria Daniel en se levant à son tour. Ce sont mes problèmes et c'est à moi de les régler. Je n'ai pas besoin de ton aide et je me passerai de toi. Un point, c'est tout. Elle quitta la table, sortit de la cuisine à pas rapides et claqua la porte derrière elle. Sous le regard étincelant et interrogateur du journaliste qui se rassit lentement se rendant compte qu'il ne la considérait plus du même œil qu'au début. Il n'y a plus de doute possible, se dit-il en avalant une gorgée de son café. Comme il aurait souhaité que le soleil restât couché. Comme il aurait aimé que le jour n'arrivât jamais. Comme il aurait voulu que le temps s'arrêtât la veille. Hélas, le pauvre Serge n'avait aucun pouvoir sur le calendrier et encore moins sur le temps. Ce taxi plein de bagages dehors, ce soleil accablant propre aux après-midi, ces coups de fil répétés de Jean Donald, ces va-et-vient des bivas dans la maison, tout rappelait à Serge que l'heure de la séparation était venue. Chaque seconde qui s'écoulait le rapprochait de l'évidence. Elle s'en allait vraiment avec les enfants et sans lui. Triste fin pour une histoire qu'il aurait aimé raconter autrement, une histoire dont il avait espéré un tout autre dénouement. Daniel rangeait les dernières affaires du petit Ludovic dans l'arrière-cour quand Anthony s'approcha lentement de Serge, debout dans la cuisine, les bras croisés sur la poitrine. « Tu as beaucoup fait pour nous, Serge. Tu sais, commença-t-elle. Crois-moi, je m'en rends compte et je ne te remercierai jamais assez. Laisse tomber, ma chérie, dit le journaliste modestement. Je tenais absolument à ce que tu le saches. Je n'en connais pas 36 qui auraient fait la moitié de ce que tu as fait, toi. C'est pourquoi je voudrais te présenter toutes mes excuses pour t'avoir blessé avec ma jalousie stupide et sans fondement. Eh bien, elle est fondée maintenant ta jalousie, faillit répondre Serge. Anthony, c'est une vieille histoire, se contenta-t-il de dire. Elle m'était complètement sortie de la tête. J'aurais tant voulu que mon père soit comme toi, ou tout simplement que tu sois mon père. Tu es tellement chic, merci mon ange. Je t'adore Serge, tu vas beaucoup me manquer. Moi aussi je t'adore Anthony, répondit Serge en enlaçant la jeune fille qui déjà laissait échapper quelques larmes. Tiens donc, remarqua Daniel qui venait juste d'entrer. On en est déjà aux adieux par ici apparemment. Anthony, range-moi ceci s'il te plaît, ajouta-t-elle en tendant un sac plastique à sa fille, sac que cette dernière avait à peine saisi que plusieurs coups de klaxon rapprochés retentirent soudain dans la rue. C'est Jean Donald, cria soudain Fritz qui tenait Ludovic dans les bras à côté du taxi. Anthony, c'est Jean Donald. Anthony sortit de la maison en courant avec le petit sac qu'elle lança d'ailleurs en passant dans le coffre arrière encore ouvert du taxi. Elle s'arrêta devant un jeune homme à peine plus âgé qu'elle, sorti d'une grosse voiture noire aux roues énormes dont seuls les riches semblaient connaître les points de vente. « Alors, c'est l'heure ?» demanda le garçon. La jeune Anthony se sentit soudain noyée dans la tristesse et se mit à pleurer. Elle avait la gorge tellement serrée qu'elle ne put qu'opiner de la tête. Jean Donald avait pu retenir ses larmes jusqu'ici, mais il ne put s'empêcher de prendre sa petite amie dans ses bras et de la serrer très fort contre lui. D'ailleurs, que pouvait-il bien faire d'autre? Leur cœur battait tellement fort qu'ils auraient pu s'attendre à une sorte de séisme interne. Il s'aimait vraiment très fort. Le chauffeur de taxi lui-même, la seule personne qui éprouvait encore de la joie, mais à cause du compteur qui tournait, rêvait d'une histoire d'amour aussi émouvante que celle de ces deux adolescents. Mais qu'est-ce que je vais devenir, Anthony? Peux-tu me le dire? Se lamenta Jean Donald sur l'épaule de sa jeune amie. Tu étais la seule personne sur qui je pouvais compter. Tu ne peux pas t'en aller ainsi. Anthony se sépara lentement du jeune garçon et le regarda tendrement à travers ses larmes. Je ne sais pas non plus ce que je deviendrai sans toi, J.D.
Je donnerai tout pour rester avec toi. Tu le sais, mais je n'ai pas le choix. Je dois refaire ma vie avec ma famille et nous n'avons de chance d'y arriver que si nous partons d'ici. Alors, on ne se verra plus, n'est-ce pas? La jeune fille se sentit désemparée devant une question aussi brutalement posée. Je l'ignore, JD, dit-elle en deux sanglots. Je ne peux pas te répondre. En réalité, je t'aime très fort et je me sens presque morte à l'idée de m'en aller loin de toi. Moi aussi, je t'aime, Anthony. Ils s'enlacèrent de nouveau. Ils se serraient tellement fort l'un contre l'autre qu'on aurait cru que leur corps se fondrait en eux. Je t'écrirai, JD, murmura Anthony, promis. Tu vas me manquer, Anthony. Tu vas me manquer terriblement. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les parents de mes amis, mais il faut que je te dise que ton père est vraiment le dernier des salauds. La jeune fille lâcha soudain son ami et le regarda avec des yeux surpris comme si elle sortait soudain d'un rêve. Je l'avais complètement oublié celui-là, dit-elle. Maman nous a formellement interdit de l'appeler, mais j'ai comme une subite envie de désobéir. Allez, monte, JD, ajouta-t-elle en contournant la voiture pour y entrer de l'autre côté. Le garçon entra à son tour. Anthony expira très fort comme pour se donner du courage, sécha ses larmes, décrocha le téléphone à côté du levier de vitesse, composa un numéro et colla l'appareil à l'oreille. Après 2 sonneries, la voix de son père qu'elle reconnut sans peine lui répondit. Bonjour, vous êtes bien sur la ligne directe de Jacques Biva. Je suis sorti ou occupé pour l'instant, alors je vous prierai de bien vouloir laisser votre message après le bip sonore et je vous recontacterai dès que possible. Merci. Le petit bip sonore se fit entendre et Anthony observa un court silence avant de commencer son message. Il lui sembla que son cœur battait 2 fois plus vite que d'habitude. Bonjour, c'est moi Anthony. Je ne sais pas si je devrais dire ta fille ou une admiratrice. Je ne sais pas si j'ai encore le droit de t'appeler papa ou si je dois dire Monsieur Biva comme tout le monde. Je ne sais pas si je peux continuer à te tutoyer. Je ne sais même pas si j'ai eu raison de t'appeler. Je sais juste que j'avais envie d'entendre ta voix une dernière fois, même si c'était pour me traiter d'étrangère. Je savais très bien que tu n'étais pas mon vrai père, mais je t'ai toujours trouvé parfait à tel point que je ne regrettais pas de n'avoir pas connu l'autre, mais plutôt de ne t'avoir pas connu avant. Je sais exactement ce qui s'est passé. Je sais que tu as parfaitement raison dans toute l'histoire et je comprends tout à fait ta réaction. Jean-Donald n'en revenait pas d'entendre son ami dire des choses aussi profondes avec autant de calme. Elle faisait preuve d'une maîtrise de soi dont seul le grand maître chinois Kan avait le secret. Dans sa villa, Jacques Biva s'était précipité dans son fauteuil roulant vers le petit bureau pour écouter le message. Plusieurs fois, il faillit décrocher le téléphone pour parler à son Anthony adoré, mais il se retint à chaque fois et faisant preuve de sang-froid, lui aussi il écouta la suite. Ne regrette rien, papa. Tu n'as rien à te reprocher. Sache que je ne t'en veux pas du tout. J'aurais peut-être été pire à ta place. D'ailleurs, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi pendant toutes ces années et aussi pour m'avoir permis d'apprendre que la vie pouvait comporter plusieurs facettes. Nous quittons la ville dans quelques instants et pour très longtemps, j'espère. Dans quelques heures, nous serons très loin d'ici et tu n'entendras plus jamais parler de nous. C'est pourquoi je voulais te parler une dernière fois pour te faire comprendre à quel point je t'aime. Voilà. Je craque, fille, la jeune fille en s'épongeant les joues qui recommençaient à se mouiller. Elle revenait enfin à l'état où Jean-Donald la reconnaissait facilement. Je t'aime très fort, papa, continua Anthony. Tu vas beaucoup me manquer. Adieu, papa, adieu. Jacques Biva faillit encore décrocher le combiné à ce moment précis, mais il se fit violence et ne répondit pas. Dans la voiture, Anthony avait retrouvé ses fidèles compagnons du moment. La tristesse, la peine et surtout les larmes. Son JD, qui n'était pas loin de flancher lui aussi, la consola du mieux qu'il put, à la manière des grandes vedettes des écrans, mais sans le même succès. Des acteurs de cinéma, il y en avait 2 autres dans la cuisine. Serge avait totalement englouti les lèvres de Daniel dans les siennes.
Ils s'embrassaient si tendrement qu'elle se sentit transportée dans une autre dimension. Elle crut bien que plus rien autour d'eux n'était matériel. Elle n'avait de cœur, de lèvres, d'esprit et de raison que pour l'homme qui la tenait et l'embrassait doucement. Serge se détacha lentement de la jeune femme, la regarda droit dans les yeux et lui murmura tendrement. « Je voulais que tu le saches, Daniel. Je le savais déjà. Tu vas me manquer. Oui, toi aussi, Serge, toi aussi. Merci pour tout. Porte-toi bien et au revoir. Bonne chance, Daniel. J'en ai vraiment besoin, merci, Serge. » Daniel elle-même avait du mal à comprendre comment elle avait pu retenir ses larmes jusqu'ici. Elle n'en revenait pas que ses joues soient encore sèches alors qu'elle quittait Serge. Il y avait au moins ceci de certain. C'est qu'elle ne l'oublierait jamais et qu'elle lui serait reconnaissante toute sa vie de cet temps sacrifié pour elle et ses enfants. À l'extérieur, il s'était mis à tomber quelques gouttes de pluie et Fritz, afin de protéger le bébé d'un rhume ou d'une grippe qui ne serait que très malvenue, s'était réfugié dans le taxi dont le compteur marquait maintenant une somme exorbitante. Le chauffeur, quant à lui, était toujours adossé à sa portière, priant de toutes ses forces pour que les adieux se fassent interminables. « Allez, Anthony, c'est l'heure, il faut y aller », ordonna la mère qui venait d'atteindre le taxi. La jeune fille sortit de la voiture de son petit ami, la contourna et rencontra celui-ci qui était sorti de l'autre côté. Ils se regardaient en silence, conscients qu'ils partageaient peut-être là le dernier regard de leur vie. C'est à ce moment seulement que Jean Donald comprit qu'il avait affaire à un vrai chagrin d'amour. Il avait l'impression qu'une paire de ciseaux lui découpait le cœur en deux. Dans d'autres circonstances, il se serait sans doute trouvé ridicule. Lui, un si grand garçon en larmes devant autant de perdus. Mais là, il n'avait pas le temps d'y penser. Il y avait à peine 50 centimètres entre Anthony et Jean Donald, mais aucun d'eux ne bougea, aucun d'eux ne parla, ils se regardaient et pleuraient en silence. Il se met à pleuvoir, Anthony. Il faut partir maintenant, rappela Daniel, la voix presque suppliante. Jean Donald se décida enfin à bouger. Il prit son ami dans les bras et l'embrassa tendrement, passionnément, profondément, les lèvres mouillées par des larmes de chacun. Ils s'embrassaient tellement longtemps que Daniel se sentit de nouveau obligé de crier. « Anthony, il a plu. Anthony, on y va maintenant. » Daniel était à bout de patience quand le jeune couple se sépara enfin. Il fallut encore des efforts démesurés pour que leurs mains se séparent. Anthony arriva à la portière ouverte du taxi et se tourna de nouveau vers son ami. Ils se regardaient encore un moment et la jeune fille s'engouffra enfin dans la voiture au grand soulagement de sa mère. « Au revoir, Jean Donald », lança Daniel en ouvrant la portière avant à un garçon qui ne trouva même pas la force nécessaire pour répondre. La jeune femme jeta un dernier coup d'œil à la maison qu'elle quittait et rencontra à la fenêtre le regard enfantin, suppliant et meurtri de Serge. Le pauvre, pensa-t-elle, en lui adressant un signe de la main. L'homme y répondit faiblement. Daniel s'installa à son tour dans le taxi qui s'éloigna aussitôt sous le regard de plus en plus humide de Jean Donald et de plus en plus souffrant de Serge. « Voilà, c'est fini », pensaient les deux veufs. « Adieu mon amour, puisse la vie te sourire et t'apporter beaucoup de bonheur. En ce qui me concerne, je ne t'oublierai jamais. » Le taxi avait à peine disparu à l'horizon que la pluie redoubla. Jean Donald se tourna vers la maison et vit Serge à la fenêtre. Il lui adressa tristement un signe avant de pénétrer dans sa voiture et de s'en aller à toute vitesse. Pour une fois, il se passait dans la vie de Serge quelque chose qu'il n'avait ni l'envie ni la force d'écrire. Il resta longtemps à la fenêtre pensif, le regard toujours figé dans la même direction, pendant qu'à l'extérieur, de grosses lignes de pluie zigzaguaient sur les vitres. Ainsi s'achève le chapitre 4. Waouh! Il existe vraiment et réellement aussi des personnes comme ça, comme Serge. De fois qu'on a des problèmes, on peut tomber sur des personnes qui nous viennent en aide de manière aussi facile, je pourrais le dire. Elle a croisé Serge pendant que son mari avait fait l'attaque, qu'il était à l'hôpital. C'était un journaliste qui voulait enquêter sur la vie de son mari. Mais c'est ce même journaliste qu'elle ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève qui l'a recueilli chez elle
au pire moment de sa vie, alors qu'elle était seule au monde avec ses enfants. Quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas avant, avec qui elle n'avait jamais eu d'amitié, mais qu'il a recueilli chez lui pendant des jours et des jours. Et enfin, très triste et même tombé amoureux d'elle, je pourrais le dire, par rapport à ce qui s'est passé dans ce chapitre. Mais c'est le destin, il fallait qu'elle parte, il fallait qu'elle vole de ses propres ailes. Et oui, les erreurs, Daniel en a beaucoup fait. Parce que quand j'ai lu le chapitre 4 et que j'ai compris qu'elle avait même accepté de témoigner contre son père et le laisser en prison pendant 12 ans avant de revenir sur sa parole, j'ai dit, mais merde, quelle histoire! Comment par amour l'on peut faire ça à son propre géniteur? Et là, je peux comprendre la colère de son père. Franchement, avoir fait ça auparavant et Dieu te donne une seconde chance, tu tombes sur un homme milliardaire et tu as encore le cran de tromper cet homme dans sa propre maison. Elle aurait pu tromper cet homme ailleurs dans un hôtel, mais pas chez lui quand même. Mais diantre, qu'est-ce qui se passe chez Daniel? Dois-je dire qu'elle a été maudite par son père? Je peux pas comprendre qu'avec tout ce que tu as fait dans ta vie passée, avec cette deuxième chance que tu as de rebondir, tu trouves encore le moyen de tromper ton propre géniteur, ton propre mari, pardon, dans sa propre maison et courir le risque de se retrouver à la rue. Ce que j'arrive aussi pas à comprendre, c'est le comportement de son mari, Jacques. Chasser ta femme, oui, on peut comprendre que tu es fâché. Mais des enfants qui t'ont adopté, qui t'ont pris comme leur propre père, leur faire ça, c'est ce que je trouve cruel de sa part. Et vous, que pensez-vous de l'attitude de Daniel dans le passé avec son père, de Jacques, de la manière dont il se comporte avec elle et les enfants, et de Serge? Sur ce, je vous dis bye!